Vous entendez parler de l'assurance maladie universelle au Burkina Faso, c'est une réalité. En tout cas, c'est acté et ça va entrer en vigueur en février dernier, en février prochain du moins. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter la Caisse nationale d'assurance maladie universelle pour notamment comprendre mieux davantage comment on peut souscrire à cette assurance maladie universelle, qui peut souscrire et quels sont les avantages à souscrire à cette assurance. On va en parler tout à l'heure, donc avec une représentante de la Caisse nationale de l'assurance maladie universelle. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Plus tard, on recevra également un compteur professionnel burkinabé pour parler de soirée de compte. Avant ça, Alphonse, nous allons passer notamment à la revue de presse. Et puis aujourd'hui, vous aurez donc l'information à travers la revue de presse présentée par Alphonse Ouedraogo. Et mesdames et messieurs, comment démarrer bonjour le Faso sans vous dire bonjour? Alors, on vous dit Niyibeko, Anisogma, bonjour et bienvenue encore à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous avons une pensée spéciale à tous ceux qui nous suivent depuis donc la région du Guirico. Merci à tous ceux qui nous suivent justement depuis Bobo du Lasso et partout dans la région du Guirico. Merci de votre fidélité. L'aventure, nous allons partir tout de suite et maintenant à Zorgo. Là, on part donc dans le Ganzourgou pour notamment découvrir notamment le musée de Warba de Zorgo. C'est pour la rubrique à la découverte 2. Nous sommes installés à Zorgo, plus précisément au centre du musée de Warba de Zorgo. Alors, il faut dire que nous avons eu la chance de visiter ce musée. C'était en septembre dernier où nous avons recueilli des témoignages pour vous. Dans ce musée également, on a pu découvrir des objets en lien avec la culture et surtout la danse Warba. Le festival Warba de Zorgo aussi, qui est un festival reconnu de renommée internationale, et surtout aussi la troupe de Warba de Zorgo. On a pu voir les photos de cette troupe-là qui a presté notamment à l'international. On vous invite de passage à Zorgo, c'est vraiment sur le goudron, donc à l'entrée de la ville de Zorgo, à droite, vous allez découvrir le musée de Warba de Zorgo. C'est pas du tout caché et vous pourrez découvrir des merveilles, découvrir l'histoire, l'historique du festival Warba et découvrir les objets traditionnels, les instruments traditionnels utilisés pendant la danse de Warba. Bon, écoutez, aujourd'hui, nous allons vous inviter à écouter des danseuses de Warba. Mais il faut dire qu'au niveau de Zorgo, lors du festival Warba de Zorgo, il y a notamment une élection de Miss Warba. Miss Warba, c'est donc la Miss, la fille qui sait le mieux danser le Warba. Et nous avons rencontré cette demoiselle-là qui a participé notamment à Miss Warba de Zorgo. On va vous laisser l'entendre et puis on revient. Depuis toute petite, oui, depuis toute petite. J'aimais juste la danse. Donc, lors des fêtes traditionnelles, voilà, j'aimais aller regarder, voilà, les trucs, les imiter. En tout cas, c'est dans ça. Même à l'église également, on dansait. Les techniques, bon, c'est juste les pas de danse, voilà. Avec les pieds de trucs, on apprend à tourner les reins. C'est pas difficile, toute personne peut danser. Voilà, c'est juste une danse. C'est pas trop, mais c'est pas compliqué quoi. C'est pas que je suis là depuis dans ça. Oui, la musique parle. Oui. On sait également ce que ça veut dire. On sait comment interpréter ça. Voilà, puis on est né dans ça quoi. Étant petite, quel âge? Disons 6 ans, 7 ans en allant, voilà. On a appris étant toute petite. On a appris ensemble à l'église, même les cérémonies, tout. Bon. Voilà. Puis en 2018, elle a remporté. Oui, avec les pas, le sourire, vous voyez, non? Avec les trucs là, donc. Tu tournes bien, en souriant, en saluant, tout. Donc, pour que les gens là aussi soient motivés à vous regarder, bon, c'est un peu ça. Vous écoutez à l'instant donc la Miss Warba de Zorgo. Il faut dire qu'à chaque édition du festival Warba de Zorgo, il y a une élection Miss Warba. Miss Warba qui choisit notamment la fille qui sait mieux danser le Warba cette année-là. Alors en tout cas, on a pu comprendre à travers les témoignages de ces deux demoiselles que souvent ça part à partir de la famille. On apprend petit à petit à danser
danser le warba. Et puis, bien sûr, quand on grandit avec ces rythmiques-là. Mais en tout cas, on peut aussi, à l'âge adulte, apprendre à danser cette danse du terroir Mouaga. Pourquoi pas? Vous avez la possibilité aussi, pourquoi pas, de suivre des cours de danse pour notamment mieux savoir remuer les reins à travers la danse de Warba. Merci de votre attention. Demain, on va revenir sur d'autres aspects du musée de Warba de Zorgo. Pour la suite, on va marquer une petite pause et puis on revient. Et alors, ce matin, nous sommes avec Alphonse Ouidraogo pour les informations. Bonjour. Bonjour Madame Nikivan, bonjour à toutes et à tous. Alors, le sujet majeur, c'est l'extradition, bien sûr, de l'ex-président d'Amiba au Burkina Faso par le Togo. On va découvrir les titres d'abord. Merci, je commence avec le journal Le Quotidien. Le Quotidien à sa une ce matin affiche extradition de Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Le Togo remet l'ancien président aux autorités burkinabè. Fusion du CSC et de la CIL et réorganisation de la SELC, une nouvelle architecture institutionnelle validée par l'ALT. Lutte contre la fraude au Burkina Faso, 16 826 colis de produits prohibés saisis. Offre de soins au Burkina, la clinique Les Oliviers ouvre officiellement ses portes, nous rapporte le journal Le Quotidien. Le journal Le Pays à sa une également nous parle donc de cette fusion du CSC et de la CIL et écrit le feu vert de l'ALT. Et toujours avec ce journal, coopération Ouaga-Lomé, l'ex-président Paul-Henri Sandaogo d'Amiba remis aux autorités burkinabè. Et toujours avec ce journal, Démé Sira, le zeste de Sa Majesté le Moro Naba au profit des personnes vulnérables. Révélation, dans cette rubrique, le journal écrit panneau publicitaire des régies à Ouagadougou, bientôt une opération d'assainissement. Discours haineux violent en ligne, la BCLCC engage la lutte. Actu Sport, pénalty raté de Brahim Diaz, un accord Mané-Hakimi évoqué au Maroc. L'Observateur Palga à sa une ce matin, on peut lire Togo-Burkina, d'Amiba extradé. Mobilisation pour la solidarité nationale, le Moro Naba Bongo fait un don au ministère de la Solidarité et à Faso-Mebo. Saisie, cyanure, acide sulfurique, explosif, etc. La douane déballe et l'armée réquisitionne. 1 second mandat Trump, les États-Unis sont-ils devenus un État voyou? S'interroge le journal. Saignement abondant après accouchement, les gynécologues explorent une nouvelle molécule de prise en charge. L'after Cannes, le Premier ministre marocain réconforte Brahim Diaz qui a raté son penalty. Terminons avec le quotidien aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, dans sa parution du jour, affiche le Togo confirme l'extradition de Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. La réelle politique contre sanctuaire pour putschistes déchus. Et Dasso Rodrigue Bayala, le ministre de la Justice burkinabè, déclare les décisions du Faso Boukaoré ne peuvent pas être déférés devant la justice classique. Une interview à lire donc à la page 5, 6 et 7 du journal. Toujours avec aujourd'hui au Faso, on peut lire construction du Burkina Faso, dont du Moro Naba, Bango à Démé Sira et Faso Mebo. 1 de Donald Trump à la Maison Blanche. Vu du continent, l'Afrique moins souffre douleur que les autres, écrit le journal. Loi adoptée à l'ALT, CSC et CIL font 1 et mutation de l'ASE-LC, écrit le journal. News du jour. Dans cette rubrique, on peut lire reprise du procès Yé Camille et autres le 23 janvier prochain. Le nombre d'agréments par agence de voyage ou groupement d'agences limitées à 5, écrit le journal. Merci beaucoup Alphonse pour ces titres. Et comme je le disais, l'actualité est marquée par l'extradition du Damiba du Togo vers le Burkina Faso. C'est désormais chose faite. Effectivement, c'est désormais chose faite.
Mais il faut d'abord souligner que l'information officielle, puisque jusque-là, nos autorités n'ont pas encore communiqué là-dessus, mais le Togo, le pays qui était donc son pays d'asile, le Togo, à travers donc son gouvernement, a communiqué. Et dans le communiqué publié donc par les autorités togolaises, on a pu évidemment comprendre qu'il a été question d'une demande adressée aux autorités togolaises, c'est-à-dire c'est la justice burkinabé qui a donc adressé une demande demandant donc au Togo d'extrader Damiba. Et cela, la demande a été motivée. La demande a été motivée parce qu'il est question donc d'enrichissement illicite, question donc de blanchiment de capitaux et de détournement de deniers publics avec des actes en lien avec des crimes. Donc, faisant le point de tout cela, il fallait donc que les autorités togolaises, à travers bien sûr la justice, statuent sur cette question. Alors, sur cette question, et la demande d'extradition est aussi accompagnée d'un mandat d'arrêt. Et d'abord, ce mandat d'arrêt a été donc exécuté. Il faut procéder à l'arrestation de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Après arrestation, il faut donc l'auditionner. C'est pour cela que la Cour d'appel, à travers donc sa chambre d'instruction, s'est saisie du dossier. Ils ont donc procédé donc à l'audition et cette chambre d'instruction, après avoir fini donc son travail, il a donc cheminé le dossier au niveau donc de la cour d'appel et les juges ont donc examiné avant de statuer. Et c'est après ce travail qu'ils sont arrivés à la conclusion que ce qui a été donc demandé et motivé par les autorités burkinabés sont évidemment fondés. Et pour cela, il faut donner une suite à la demande d'extradition. Donc c'est pour cela que Damiba a été donc extradé. Et à travers le communiqué donc des autorités togolaises, on a pu comprendre, vous savez qu'entre les pays, il y a donc cette collaboration au niveau donc de la justice. Et le Togo ne pouvait pas donc, en tout cas, ne pas exécuter ce qui a été demandé comme demande d'extradition. Donc c'est pour cela que je crois, depuis samedi, 17 janvier, il a été extradé vers le Burkina. Ah oui. Ce qu'on a remarqué, c'est que ça s'est passé assez rapidement. Pourquoi? Très rapidement parce que vous avez vu les témoignages que nous avons pu suivre au niveau donc, de la RTB, un peu partout, des citoyens burkinabés pris qui, après audition, ont effectivement avoué qu'effectivement, ils étaient dans un projet concomitamment avec Damiba pour déstabiliser le Burkina Faso. Si des policiers ont donc avoué, si des militaires qui étaient même au niveau de la garde du chef de l'État ont donc avoué, si des vieilles personnes ont effectivement avoué, souffrons que ce qu'ils ont dit constitue donc une matière pour engager cette procédure. C'est pour cela que le Togo ne pouvait pas en tout cas se refuser de répondre favorablement à cette demande. Donc, si on n'avait pas fait ce travail, des gens allaient dire qu'en tout cas, c'est une manipulation, une façon de contraindre les autorités togolaises à ramener Damiba, à le remettre aux autorités burkinabés. Il y a des gens qui allaient trouver quelque chose à dire. Donc, compte tenu de l'ampleur du projet, parce que dans les témoignages, il est question de déstabiliser, c'est vrai. Pour y arriver, il fallait donc éliminer certaines personnes. Il allait avoir des meurtres. Oui, il y allait de meurtres. Et contrairement à ce que certains pouvaient penser, ceux qui ont été identifiés comme les premières victimes qu'ils allaient donc, sur lesquelles ils allaient passer, et après ça, il allait avoir d'autres exécutions. Forcément. Voilà, forcément, parce que ces personnes-là qu'on a citées, mais on a vu que toutes les fois qu'il y a eu des troubles au Burkina Faso, des gens qui n'ont rien à voir avec la politique et même des médias sont pris à partie. Donc, comprenons que si le projet devait aboutir, les meurtres allaient s'étendre sur d'autres personnes, sur d'autres services
Donc, comme on a pu court-circuiter cette affaire, il faut comprendre que les témoignages ont contraint les autorités togolaises à donner une suite favorable à la demande donc d'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba, si bien que c'est lui qui était donc cité comme le leader de ce projet. Oui. Donc le Togo ne peut pas se refuser. Et ça allait aussi entacher les relations diplomatiques entre les deux pays. Et c'est ça aussi. Voilà, c'est une autre chose. Est-ce que c'est la première fois du coup que le Togo décide d'extrader quelqu'un vers son pays? Ce n'est pas la première fois parce que à la suite donc, de la crise post-électorale qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, et lorsque le président Alassane Dramane Ouattara est arrivé, je crois qu'une demande d'extradition a aussi été adressée aux autorités togolaises d'extrader un ancien ministre donc, de la Défense, Lida Kwasi Moïse. Okay. Donc, lui aussi s'est vu donc extradé vers la Côte d'Ivoire. Je pense que même dans d'autres pays, ce travail a été fait. Des citoyens ivoiriens ont donc été remis, renvoyés donc vers leur pays d'origine. Et dans la collaboration au niveau donc entre les deux pays, c'est un mécanisme qui existe, mais ce mécanisme répond aussi au respect d'un certain nombre de critères. Il faut rassurer le pays d'accueil de l'intéressé que, en vérité, s'il revient au pays, ses droits seront respectés, il n'y aura pas d'atteinte au meurtre. Et d'ailleurs, dans le communiqué des autorités togolaises, cela a été donc soulevé parce que les autorités burkinabées ont rassuré à ce niveau. Et le Togo aussi tenait en tout cas, respectait effectivement et faisait foi à ce qui a été donc énoncé comme pour rassurer les autorités togolaises. C'est pour dire que si ces éléments sont respectés, si vous donnez la garantie que ces droits seront respectés, tout comme au Burkina, on a dit qu'il n'y a pas la peine de mort pour l'instant, même si le projet est en cours. Voilà, ça rassure les autorités togolaises qu'effectivement, avec les témoignages qu'on a pu voir et avec ce qu'on a pu suivre, nous ne pouvons pas donc refuser de remettre un citoyen à ses autorités, si bien que le projet était de déstabiliser les institutions donc, de cette République. Et je souligne au passage que lorsque Alain Foucault a interviewé donc Damiba, il y a de cela quelques années, et, avec la question qui lui a été posée, est-ce qu'il était prêt à répondre devant donc, les juridictions, parce que sur le net un peu partout, on pense qu'il se dit qu'il a détourné des biens publics. Mais il a dit qu'effectivement, il était prêt à répondre si en tout cas la justice avait besoin de lui, parce qu'il ne croit pas avoir détourné de données publiques. C'est de bonne guerre. Le moment est venu de se montrer patte blanche. Et je crois qu'avec l'attention de toute la population burkinabé, les gens vont suivre si le procès va être public ou pas. En tout cas, les gens ont hâte à voir ce qui va se passer. Et le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, cette question lui a été posée lorsqu'il a communiqué directement avec les citoyens au niveau de la radio nationale. On lui a posé la question de savoir est-ce qu'il entend ramener l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. En son temps, il a dit pour l'instant, la question n'est pas l'ordre du jour, mais il croit que si tel devait être le cas, des décisions allaient donc être prises pour que nous arrivions à cette étape-là. Je pense que nous y sommes avec ce que nous avons pu suivre. Merci beaucoup, Alphonse. Merci bien. Donc, affaire à suivre, comme on le dit. Et certainement, c'est sûr que les Burkinabés attendent aussi la communication officielle au niveau des autorités du Burkina, parce qu'il faut dire que l'information émane toujours du Togo, comme Alphonse l'a précisé. Merci beaucoup. Merci bien, Madame Nicolas. Alors, maintenant, on va voir ce que nous réserve Dame Nature pour les autres vides d'affaires. À Ouagadougou, bizarrement, ces 2 jours, il fait extrêmement froid. Donc, on va regarder pour les autres vides d'affaires. Nous recevons ce matin Madame Magane Ouedraogo Nefondio. Elle est chef de service contrôle médical de la CENAMU. Entendez par là donc la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Bonjour à vous, Madame Ouedraogo.
Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci à vous d'être là pour nous faire découvrir plus la Caisse nationale d'assurance maladie universelle et surtout le régime d'assurance maladie universelle qui est justement le produit de la Caisse. Alors déjà, qu'est-ce qui a valu la création de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle? Alors merci madame. D'abord, je tiens à vous dire merci pour l'honneur que vous nous faites de faire partie de vos invités du jour. Alors, ce qui a valu la création de la Caisse, il faut dire que la Caisse a été créée suite à un long processus. Il faut dire que dans les débuts des années 2000, les différents pays de l'Afrique de l'Ouest ont voulu garantir la santé à toute leur population. Et le concept de régime assurance maladie s'est installé. Il faut dire que le Burkina Faso s'est inscrit dans la dynamique en 2008. Et de 2008 à 2015, il y a eu des concertations. Et en 2015, on a abouti à l'adoption d'une loi. La loi portant régime assurance maladie universelle, le 15 septembre 2015, la loi 060-2015 CNT. Et cette loi étant créée, bien évidemment, il fallait un organisme pour gérer ce régime. Et c'est ainsi qu'en 2018, un décret fut pris pour créer la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, pour qu'elle puisse gérer ce régime à bon escient. Alors, docteur Ouedraogo, ça veut dire que c'est vraiment un processus, ça a été un long processus pour aboutir à la création de la caisse, ensuite du régime. Effectivement, ça a été un long processus, comme vous le dites. Et nous sommes en train de faire le démarrage à proprement dit. D'accord. Et donc, on va découvrir plus ce que c'est que le régime d'assurance maladie universelle. C'est quoi, docteur Ouedraogo? Le régime, c'est une branche contributive de la protection sociale et dont l'objectif est d'éviter que les populations tombent dans la précarité suite à des maladies. Pour être un peu plus clair, c'est d'assurer les populations pour qu'elles ne puissent pas basculer vers la pauvreté après s'être soignées, après avoir fait face à leurs frais de soins de santé. D'accord. Ça veut dire que c'est... Mais en même temps, c'est la population qui cotise. Hein. C'est amener la population à cotiser, mettre de côté, géré par la CNAMU. Et après, quand vous êtes malade, vous pouvez soigner cette personne pour être... voilà. C'est bien, un peu ça. Oui, c'est pas la CNAMU elle-même qui soigne. C'est toujours, ça reste le rôle régalien du ministère de la Santé. Mais la CNAMU participe à l'achat de ces prestations. C'est-à-dire prend une grande partie des frais qui vont nécessiter la prise en charge des assurés. D'accord. Donc, on va revenir aux avantages des assurés tout à l'heure. Maintenant, qui peut souscrire au régime d'assurance maladie universelle? Qui peut souscrire? Alors, il faut dire que tout le monde peut souscrire. Et pour être plus précise, toute personne physique vivant au Burkina Faso, qu'elle soit de nationalité burkinabé ou pas, peut souscrire. Toute personne physique ou morale qui emploie un salarié, au moins un salarié, peut souscrire. Il peut s'affilier en tant qu'employeur et ensuite immatriculer ses employés. Et toute personne indigente, toute personne à charge d'un assuré peut souscrire à l'assurance. Pour être un peu plus clair, est-ce à dire que ce soit les fonctionnaires du public, les fonctionnaires du privé ou un particulier qui a son commerce dans la rue peut souscrire? Oui. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Et pour rappel, le régime est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire pour toute personne, la loi le dit, la loi 060. Ce régime est obligatoire pour toute personne vivant au Burkina Faso. Ah oui, est-ce que c'est déjà acté ou bien le processus de mise en place
on est dans le processus parce que quand vous dites que c'est obligatoire, c'est pas sûr que le mécanicien dans la rue s'est déjà assuré. Ben, tout est dans la communication. Sinon, c'est obligatoire, c'est arrêté depuis 2015, cette obligation est là. Peut-être c'est maintenant, comme on le dit, c'est un processus, c'est maintenant que on fait plus de communication là-dessus. Okay. Mais je peux vous rassurer que nous sommes dans la dynamique où on communique et toute couche sociale, toutes les personnes se sont déjà immatriculées. Enfin, quand je dis toutes les personnes, dans chacune des couches, on a quand même quelques immatriculés déjà. Tout est dans la communication. On a des mécaniciens qui sont déjà immatriculés, il y en a des menuisiers, on a cultivateurs. Le secteur informel, voilà, ils sont déjà pas mal, ils sont immatriculés. Pour le cas des fonctionnaires de l'État, ça a été acté obligatoirement pour tout le monde? Oui, pour tous les fonctionnaires, tous les agents publics, tous les fonctionnaires, c'est acté. Ben, il faut dire que nous allons commencer bientôt, mais avec une phase pilote dans 2 régions. La région du Kadigo et la région du Guérico. Avec les fonctionnaires, ceux qui ont été immatriculés, tout le monde n'a pas vu la cotisation prélevée. Sur les 400 000, on a 31 000 agents fonctionnaires dont on a déjà fait les prélèvements sur les salaires depuis le mois de novembre. Et donc, ces personnes-là sont celles qui vont bénéficier dans un futur très proche aux prestations. Oui. Et au fur et à mesure, vous allez continuer à enrôler, à souscrire les autres fonctionnaires et à prélever aussi au fur et à mesure. Effectivement, effectivement, nous nous inscrivons dans un processus de progressivité. Nous nous inscrivons dans un processus de progressivité et c'est comme vous l'avez dit, ça sera, toutes les régions seront concernées, toutes les couches seront concernées, mais par étapes. C'est une information capitale qu'on a ce matin. Vous nous avez dit que c'est obligatoire parce que certains, en entendant parler, diront que c'est si je décide d'aller souscrire que je souscris. C'est pas que le processus est aller vraiment jusqu'à pouvoir faire de telle sorte que tout le monde souscrit parce que c'est obligatoire. Merci pour l'information. Maintenant, quelles sont les conditions pour souscrire à ce régime d'assurance maladie universelle au Burkina? Alors, pour ce qui concerne les conditions. Vous nous avez dit en tout cas que tout le monde peut souscrire. Ça, déjà, on est rassuré. Qu'on travaille au niveau personnel, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit donc fonctionnaire du privé ou du public, on peut souscrire. Quelles sont les autres conditions? Il n'y a pas d'autres conditions. Peut-être, je voulais dire, pour bénéficier, quelles sont les conditions pour être bénéficiaire ou pour souscrire? Ok, donc les conditions pour être bénéficiaire, d'abord, il faut être immatriculé, la première des choses. Il faut avoir une carte d'assurance valide. Il faut avoir cotisé et avoir respecté les 3 mois de stage. Les 3 mois de stage, c'est-à-dire quand on commence à vous prélever sur le salaire ou à la base, vous faites 3 mois de cotisation avant d'être éligible aux prestations. Donc, voilà un peu les conditions qu'il faut remplir. Et en tant qu'assureur aussi, il faut pouvoir se soumettre au contrôle médical. Contrôle médical, dit comme ça, les gens peuvent être un peu réticents. Non, il s'agit juste d'être disponible et disposé pour que, quand la caisse a besoin de vous pour certains compléments d'information, que vous soyez disponible. Voilà. Maintenant, comment justement on peut souscrire? Comment ça se passe? Alors, il vous suffira de vous rendre dans un site d'immatriculation. Et actuellement, nous avons le siège de la Sénamu à Ouaga 2000. On a l'ancienne préfecture au niveau de Sahaba. On a l'immeuble Baoguin à La Halle. On a aussi le centre Antoine Nanga à Gunguin. Ce sont des sites où on peut se rendre pour faire son immatriculation. Et il n'est pas exclu que, à la demande de certaines structures, la Sénamu elle-même puisse se déplacer pour immatriculer. D'accord. Maintenant, pour le dossier, peut-être, on amène quoi si on décide d'aller souscrire? Pour souscrire,
On a besoin de la CNIB, de l'extrait d'acte de naissance. Voilà ce dont on a besoin pour pouvoir se faire immatriculer. L'extrait d'acte de naissance et la CNIB. Oui. On a parlé tantôt des conditions pour souscrire. Maintenant, pour vous qui, après souscription récoltée, ça veut dire que vous prélevez de l'argent chez le fonctionnaire, ou sinon la personne du secteur informel peut venir, en fait, cotise chaque mois. Déjà, les cotisations, ça peut aller de combien à combien, ou bien c'est vraiment une somme forfaitaire pour tout le monde? Alors, il faut dire que ce n'est pas une somme forfaitaire pour tout le monde, bien que pour une certaine catégorie, il en est ainsi. Ok. Pour les travailleurs salariés, le taux de cotisation est de 5%. Ok. Mais les 5%, l'assuré paye les 2,5% et les 2,5% restants, c'est l'employeur qui paye. Pour un fonctionnaire, c'est 2,5% qu'on va prélever sur son salaire directement et les 2,5% seront payés par l'État, seront reversés à la caisse. Pour le secteur formel, indépendant, le travailleur indépendant, c'est une somme forfaitaire de 15 000 francs par mois. Ok. Et pour le secteur informel, on est allé à 4 000 francs par mois. Pour le secteur informel. Ok. Et généralement, pour les cotisations, c'est peut-être rattaché à des structures bancaires, pour ceux qui en ont, ou bien c'est possible aussi de cotiser comme ça, si vous voulez venir donner de la liquidité chaque mois? De la liquidité, non. Okay. Mais le processus bancaire est possible, et aussi les téléphonies mobiles que nous avons présentement. Ça aussi, c'est un canal avec lequel on peut payer ses cotisations pour les personnes indépendantes. Sinon, pour les salariés, c'est fait au niveau de la banque. Je prends l'exemple, une entreprise qui a ses travailleurs qui sont affiliés, c'est à la source que c'est coupé chez les travailleurs. Et l'employeur va verser sa part au niveau de la banque aussi. Ok. Alors, parlons maintenant des avantages de ce régime-là. Qu'est-ce que ça offre comme avantage pour celui qui souscrit? Pour parler d'avantages, il faut dire que le régime en lui-même a des principes. Et certains de ces principes-là constituent déjà des avantages, si on peut le dire. D'abord, on a l'équité, on a la non-discrimination, on a la solidarité nationale. Quand je dis l'équité, par exemple, vous voyez qu'on a donné tout de suite les montants de cotisation. Il y en a qui vont cotiser 4 000 en fonction de leurs revenus. Il y en a qui vont cotiser 15. Il y en a les 2,5 de leur salaire, ça peut atteindre 40 000 ou 60 000 en fonction des salaires. Et donc, tout cela dit, quand on parle d'équité, que cette personne qui verse 60 000 francs et cette personne qui verse 15 000 francs, quand elles sont malades, elles sont prises en charge de la même manière. Il n'y a pas de panier pour un citoyen et un pour un autre citoyen. Donc, ça déjà, c'est un avantage. Il faut aussi dire que le panier de soins, il est très attrayant. On a plusieurs pathologies qui sont prises en charge au niveau de l'assurance maladie. Donc, déjà, ça, on peut dire que c'est avantageux. Donc, pour rester sur le palier, c'est important de savoir si moi je souscris, alors jusqu'où vous pouvez me soigner. Est-ce que si j'ai, par exemple, je touche du bois, des interventions à faire à des coûts de millions, l'assurance maladie universelle couvre ça, ou bien c'est peut-être le palu soigner peut-être à 30 000 qu'on gère, vous soignez celui qui souscrit jusqu'à quel pourcentage, ou sinon, qu'est-ce que vous couvrez exactement? Alors, pour répondre à cette question, il faut qu'on précise qu'il n'y a pas de limitation en termes de prise en charge. Comme vous l'avez dit, on ne le souhaite pas. Personne ne souhaite tomber malade. Mais si ça arrive que vous devez être soigné à 10 millions, vous serez pris en charge et à 70% par la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. D'accord. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'on part, quand on a des urgences à l'hôpital, on se soigne et après,
la caisse rembourse ou bien ça se passe comment dans la pratique? Alors, il faut dire que dans le système assurantiel, les deux cas existent. Hein. Le cas de remboursement existe. Le cas aussi de tiers payant, comme ce que nous avons adopté, existe. Et à notre niveau... Tiers payant, ça veut dire quoi? J'en reviens. D'accord. Et à notre niveau, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de remboursement. À la caisse, à la CENAMU, il n'y a pas que l'assuré va se prendre en charge et il vient avec des reçus pour se faire rembourser. Non, ça fait partie... Ça existe dans le système assurantiel, mais chez nous, on a opté pour le système tiers payant. Tiers payant, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez contribuer en partie à votre prise en charge, pas totalement. Vous contribuez en partie. L'autre partie restante est facturée à la caisse par le prestataire de soins de santé. Voilà. Donc, si vous avez votre carte, Oui. et que vous partez, vous vous présentez à l'hôpital, vous vous présentez avec la carte d'assuré. Oui. Et donc, comme on sait qu'on prend en charge, le prestataire va calculer les 70% pour faire la facture envoyée à la CENAMU. Et puis les 30%, vous payez sur place. C'est ça. Comme ça. C'est exactement ça. Ok. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a des structures sanitaires qui vont accepter? Est-ce que ça prend en compte les cliniques et le public? Ça aussi, c'est ce qu'on veut savoir. Oui. Les deux secteurs sont pris en compte. Que ce soit le secteur public de santé comme le secteur privé. Et les deux secteurs, les assurés SUNAMU peuvent se rendre dans les deux types de formation sanitaire. Et des structures de santé, on va dire. Parce que quand on dit formation sanitaire, en ce moment, les pharmacies et les laboratoires isolés ne sont pas dedans. Alors que c'est des structures avec lesquelles la SUNAMU va conventionner. Et en ce moment, il faut le dire effectivement, les assurés sont pris en charge dans les centres conventionnés. Il y a des centres qui vont signer des conventions avec la SUNAMU. Ok. Et donc, il va falloir se rassurer que le centre en question est conventionné. Et pour répondre à cela, nous avons une plateforme sur laquelle les différentes informations sont disponibles. Donc, si vous êtes assuré, vous pouvez avoir la liste des centres de santé, vous dites, oui, qui sont en partenariat, voilà, avec, on va dire. D'accord. Voilà, donc, il ne faut pas aller se soigner quelque part. Il faut se rassurer d'abord. De toute façon, si vous allez, si l'assuré va dans un centre déjà avec... Parce que la porte d'entrée, c'est ça, c'est la carte. Si l'assuré va et qu'il présente sa carte, déjà la structure saura si... pourra lui dire, votre carte passe chez nous ou votre carte ne passe pas chez nous. Ok, d'accord. Donc, vous nous rassurez qu'il y aura des centres de santé publics et privés. Et privés. Et à titre d'information, on a même déjà signé avec les différents centres de santé publics, tous les CHU du territoire, les CSPS, les CM. On a fait la signature déjà. D'accord. Donc, ils connaissent la carte d'assuré de la CENAMU. C'est ça. Continuons sur les avantages. Lorsque vous décidez de souscrire pour le chef de famille, est-ce que ça prend en compte la famille de l'assuré? Oui, ça prend en compte la famille, c'est-à-dire le ménage, monsieur, madame, enfin les deux conjoints et leurs enfants. Et l'enfant du conjoint. Je donne un exemple. Monsieur et madame sont mariés. Monsieur, ils ont des enfants. Monsieur a un ou d'autres enfants qui ne sont pas de madame. Ces enfants-là aussi sont pris en charge sous la coupe de monsieur. D'accord. Maintenant, dans le cas, j'ai cru entendre, vous voulez préciser quelque chose? Je voulais dire, voilà, okay, de monsieur ou de madame. Ou de madame. Parce que, voilà. Ah, d'accord. Même si madame a eu un autre enfant avant d'être avec monsieur, cet enfant aussi est pris en compte. Maintenant, dans le cas où les deux conjoints travaillent, si vous avez une famille de fonctionnaires, est-ce que c'est monsieur seul qui souscrit à l'assurance et ça profite à toute la famille ou on fait comment? Alors, on va encore rappeler le caractère obligatoire pour tout ça, pour toute personne. Donc, si monsieur et madame travaillent, donc les deux ont des revenus, les deux vont souscrire à l'assurance. Et les enfants vont être sous la charge de un, puisqu'on lie l'enfant à un des parents. Ok. Voilà. Donc, vous allez cotiser. C'est ça le principe de la solidarité. Monsieur et madame ont deux enfants. Monsieur cotise, madame cotise. Ils n'ont que deux enfants. Ou peut-être même, ils n'en ont pas encore.
mais les deux sont tenus de cotiser en tant que salariés. Et vous allez voir qu'il y a un autre couple où monsieur et madame ont 7 enfants. Mais madame ne travaille pas, n'a pas de revenus. Donc, la seule cotisation de monsieur tient pour madame et pour les 7 enfants. Voyez le principe de la solidarité. Voyez un peu comment c'est. C'est un peu comme ça. D'accord. Donc, et pour les familles polygames, c'est géré comment? Ben, les familles polygames, comme on a dit, le ménage, c'est monsieur, madame. Et puis, bien entendu, les enfants. Donc, monsieur cotise. Il prend en charge une de ses coépouses. Une de ses Dans cette épouses, alors? de ses épouses, Ok. pardon. Une de ses épouses avec sa cotisation et les enfants. Et tous les enfants. Et tenez-vous, et tous les enfants, et même les enfants de l'autre, de Les la autres, seconde oui. épouse. La seconde épouse n'est pas prise en compte avec monsieur pour ce ménage-là, puisque un ménage, c'est monsieur, madame. Donc, les deux, ils forment 2 ménages en fait. Monsieur, madame numéro 1, monsieur, madame numéro 2. Donc, monsieur cotise lui seul, il bénéficie, lui, madame numéro 1, et tous les enfants, que ce soit les enfants de madame numéro 1 ou madame numéro 2. D'accord. Et donc, pour madame numéro 2, si elle est salariée, si elle a un revenu, elle peut être du secteur informel, si elle a un revenu, elle cotise à part. Si elle n'a pas, monsieur est tenu de cotiser pour elle En plus. en plus. Selon Elle nos seule. origines. Mais voilà. Ou bien on peut avoir aussi le cas où monsieur ne travaille pas et c'est l'une des coépouses qui travaille. Celle qui travaille, elle souscrit, son mari est pris en charge sous elle et tous les enfants. Et même les enfants de sa coépouse, mais pas sa coépouse. Voilà, Ah c'est ouais. le ménage. C'est le D'accord. système du ménage. Le ménage, c'est monsieur, madame et les enfants. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, et pas la coépouse. Oui, voilà. Ok. Alors, donc, on comprend mieux comment ça se passe. Hein. Ça veut dire, au cas où madame n'a pas, ou un des conjoints n'a pas de revenus, bon, les cotisations de celui qui a des revenus dans la famille, ça profite au conjoint. Oui, oui. Ok. Est-ce qu'il faut être marié légalement? On va dire oui, ok. parce que cette question revient assez souvent c'est quand même. ça. Et on va dire oui, et même si ce n'est pas fait, il va falloir, je pense qu'il y a un décret où il y a des tests qui sont sortis Oui, récemment oui, concernant cela. Donc, il va falloir faire une transcription. Il y en a qui disent, bon, nous sommes mariés à la mosquée, on a notre registre de la mosquée. Puisqu'on a la possibilité Voilà. d'aller à la mairie pour établir avec notre registre de la mosquée ou Voilà. même du PPS. Et voilà. pour, Donc, il va falloir qu'on puisse établir faire ça. voilà, cette démarche-là et ensuite bénéficier. Alors, je voudrais bien qu'on revienne sur les offres de soins. Vous avez dit, vous avez déjà même signé des partenariats avec les centres de santé publics déjà. Et pour le privé, c'est en cours. vraiment, voilà, c'est imminent. Ok. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est que les centres de santé publics, souvent aussi, n'ont pas certains médicaments disponibles. Et souvent, on dit que c'est vraiment le minimum qui est là pour des spécialités. C'est pas souvent facile. Comment on fait dans ce genre de cas si on est assuré et que on est un peu obligé d'aller se soigner là-bas? Alors, disons que c'est une réalité. Les cas de rupture de médicaments, les gens se plaignent. Les gens, oui. Mais tout ça, ça a été pris en compte. Parce que c'est pour ça que nous sommes d'ailleurs avec le secteur privé aussi. Vous avez parlé des cas de médicaments. Assez souvent, c'est les médicaments. Donc, si un assuré va dans un centre de santé et que, logiquement, dans chaque centre de santé, il y a des dépôts pharmaceutiques. Voilà. Et donc, s'il va dans le dépôt de la structure en question et qu'il y a des produits manquants, on a fait à la Sénami de sorte qu'ils puissent sortir et aller trouver les produits dans une structure privée. Et cette structure privée-là, et là-bas aussi, il va payer les 30% de ce qu'il aura eu là-bas et les 70%, la structure va facturer à la Sénami. Structure privée. La structure privée facture à la Sénami. Ok.
Vous avez dit que les pharmacies ne font pas partie, hein? Si. Les pharmacies... Oui, ils sont censés faire partie. Oui. D'accord. Donc, c'est la signature avec le privé, comme j'ai dit, de façon générale, mais c'est imminent, c'est pas encore fait, mais c'est dans le dispositif, c'est prévu que si au niveau du public, ils n'ont pas les produits, ils puissent l'avoir. Mais je pense que de plus en plus, les choses s'améliorent même au niveau du public. On espère bien, parce que moi, j'ai eu des jumelles, elles sont en train d'aller à 3 ans. Et je sais qu'à mon accouchement, je ne vais pas citer le centre, mais c'est un grand centre de santé publique. Hein. On a dû aller chercher des médicaments un peu tard la nuit même en pharmacie. Et puis, c'était les médicaments chers qui n'étaient pas du tout au niveau de ce centre de santé-là pour pouvoir administrer les soins pour l'accouchement. Donc, imaginez, en fait, ça veut dire que... Bah, écoutez, il faut forcément, si on a l'assurance qu'on peut aller dans une pharmacie privée ou bénéficier aussi de ça, on espère que ça va aller. Oui, cela a été pris en compte. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Vous voyez, c'est ça aussi l'avantage du régime. C'est l'un des avantages pour que vraiment toute la population puisse se sentir burkinabé, puisse se sentir vraiment... Voilà, et à l'aise sur le territoire. Docteur, la population, par ma voix aussi, vous invite à bien discuter les partenariats avec les centres privés. Là, hein. Il ne faudrait pas qu'on arrive et puis, comme souvent ils veulent de l'argent tout de suite et maintenant, ils disent, bah, écoutez, bon, l'assurance, là, vraiment, l'argent n'est pas immédiat. Quoi. Donc, on espère qu'on n'aura pas de soucis à ce niveau. Non, on essaie de faire en sorte que les choses marchent dès le départ. Voilà. D'accord. Alors... on va continuer à découvrir plus ce régime maladie universelle là. Alors, pour ceux qui ont souscrit à présent, c'est quoi la suite? Parce qu'il y a les souscriptions se poursuivent, mais il y a ceux qui ont déjà souscrit. Vous avez rencontré la presse, c'était il y a quelques jours. C'est quoi la nouveauté? Qu'est-ce que ces assurés-là doivent attendre? Ben, ceux qui ont été déjà immatriculés, je l'avais dit dans mon intervention, on a plus de 400 000, on en a plus, mais c'est sur 31 000 personnes que les cotisations ont été faites, ont été prélevées. Et donc, ce sont ces personnes-là qui, dès le 1er février prochain, pourront déjà bénéficier de leurs prestations de soins de santé. Ah, dès le 1er février. Oui, parce qu'ils ont déjà... Et ils sont en train de clôturer leur période de stage. La période de stage, c'est les 3 mois de cotisation que vous faites avant de bénéficier des prestations. Et pour ceux qui vont souscrire à cette période-là, donc en janvier, ils devraient aussi cotiser 3 mois avant de pouvoir bénéficier. Oui, comme on a parlé de progressivité. Donc, on va déjà aller avec cet effectif de 31 000 personnes, 31 000 assurés. Mais ils sont assurés, mais avec leur famille à charge. Voilà. Les ayants droit, tout cela bénéficie. Mais pour le moment, c'est avec eux qu'on va travailler sur 1 ou quelques mois. Et ensuite, ceux qui ont déjà été immatriculés, de façon progressive, les prélèvements vont se faire. Voilà. Au fur et à mesure. Pour ceux qui sont assurés, ils parlent aussi de cartes d'assurés à récupérer. Est-ce que c'est effectif? Oui, on peut le dire parce que c'est une question de jours maintenant, parce que les équipes sont à chef d'œuvre pour pouvoir disponibiliser les cartes. La production est vraiment en plein et d'une façon imminente, on pourra donner les sites voilà, où on peut faire les retraits des cartes. Et si parce que comme c'est un grand nombre, et jusqu'au 1er, les assurés qui n'auront pas leur carte n'ont pas à s'en faire. Même avec l'attestation qu'ils ont, ils pourront se présenter et bénéficier des soins. L'information aussi que vous avez passée lors de cette rencontre avec la presse, c'est qu'il y a des assurés qui ont souscrit, qui n'ont pas encore fait les photos, parce que pour souscrire, il faut faire les photos avec même la famille et tout. Donc, vous avez un message à leur endroit, parce que pour les photos, c'est toujours possible de se rattraper. Oui, effectivement, on a envoyé pas mal de messages pour demander aux uns aux autres dont on a encore besoin des photos pour compléter les dossiers.
les informations étaient passées, donc on invite vraiment la population, toute personne étant dans ce cas, à bien vouloir se rendre au siège de la CENAMU pour que les photos soient prises et que les informations soient complétées pour qu'en temps opportun, ils puissent bénéficier en bonne et due forme de leurs prestations. D'accord. On vous a entendu parler de ticket modérateur également. C'est quoi le ticket modérateur? Le ticket modérateur, c'est la partie que paye l'assuré. L'assuré va dans un centre de santé. Le total des charges, ça fait 10 000 francs. L'assuré paye les 30% des 10 000 francs, donc 3 000 francs. Et donc, ce pourcentage de 30% là, ce que l'assuré va payer là, c'est ça le ticket modérateur. C'est ça qu'on appelle le ticket modérateur. La part qui revient à l'assuré directement, qu'elle doit payer. Et l'autre 70% est facturé à la CENAMU par le centre de santé qui preste. Ok. Voilà. À la fin du mois, ils sont tenus de faire le point des assurés CENAMU qu'ils ont reçus et de transférer la facture à la CENAMU. Qui va gérer, voilà, pour avec paiement. les cotisations des assurés. C'est ça. Bien sûr. Et puis, cotisation des assurés, plus aussi, on va dire, l'aide de l'employeur. Oui. D'accord. Alors, quel est votre message aujourd'hui à l'endroit de tous les Burkinabés? Parce que le processus est en cours. D'autres ont déjà fait confiance, ont souscrit. Certains hésitent encore. Mais vous l'avez dit, c'est obligatoire. Hein, donc, au fur et à mesure, c'est sûr que les années à venir, vous serez obligés de souscrire à cette assurance maladie universelle. Alors, quel est votre message à l'endroit de la population pour ce nouveau produit-là qui est en place? Alors, c'est de dire à la population que on peut dire que nous y sommes. On l'a dit depuis, c'était un long processus. Ça a été des questionnements. Mais nous sommes... on se prépare pour le décollage à proprement dit. Oui. Et donc, que les Burkinabés voient en... Bon, on a dit que ce n'est pas pour les Burkinabés, seulement toutes les personnes vivant au Burkina, voient en l'assurance maladie vraiment plusieurs avantages, qu'ils sachent qu'on va débuter bientôt le 1er février et que, comme on a dit, ceux qui ne seront pas concernés pour le moment, qu'il n'y ait pas de crainte, nous allons progressivement et nous allons y arriver et c'est l'affaire de tous et que plus que jamais, il faut qu'on soit solidaires. Merci. Merci bien. Alors, docteur Ouedraogo, je reviens sur cette question pour finir. Est-ce qu'il est prévu des sanctions pour ceux aussi qui vont tenter de frauder, frauder l'assurance, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir avec de fausses, je sais pas, fausses factures et tout. Est-ce qu'il est prévu des sanctions? Oui, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour faire face à ces cas-là. Nous sommes dans le système de l'assurance. C'est vrai que ça ne peut pas manquer. Mais il y a des dispositifs. On a un décret qui régit le contrôle médical et l'expertise médicale. Et si, à l'issue du contrôle, comme on a dit, il faut que les assurés soient disponibles pour des éventuels questionnaires. Okay. Et à l'issue de cela, il y a des sanctions qui sont prises par les autorités compétentes. Il y a des textes en vigueur pour cela. Il ne faut pas aller voir une clinique où travaille son cousin ou un membre de sa famille pour inventer quoi que ce soit. En plus, c'est une maladie. Donc... Il y a des dispositions qui sont mises en place pour ça. D'accord. Et ça va être pris en compte. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et on a parlé de maladies. J'espère que pour ce qui concerne l'accouchement, c'est pris en compte. Oui, l'accouchement, c'est pris en compte. L'accouchement, c'est pris en compte. En fait, le régime, c'est maladie et état de grossesse. État de grossesse. C'est pris en compte. Ok. C'est pris en compte. Dieu merci. Merci. On va pas se faire harakiri les femmes. C'est pour ça que je dis il faut bien que je pose cette question-là. On va pas se faire harakiri. Merci à vous, docteur, d'avoir répondu à nos questions. On espère qu'on va avoir
encore d'autres plateaux où nous pourrons encore informer le public, rappeler, pourquoi pas. C'est à vous le merci, avec la Lucane que vous nous offrez. Merci à vous. Alors, je rappelle que nous étions avec Dr Makani Ouedragone Fondio. Elle est chef de service contrôle médical de la CNAMU, entendue par la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et puis on revient pour un événement, une soirée de conte intitulée Soirée écho du temps, et nous recevons un conteur professionnel burkinabé pour en parler. À l'état civil, c'est Yacouba Belemou alias Opame. Bonjour, bienvenue Opame. Bonjour. Bienvenue. Merci. Sur le plateau de Bonjour le Face sur Savane TV. Alors Opame, on parle conte aujourd'hui. Déjà, que signifie Opame? J'aimerais bien entendre ça. D'accord. Mais Opame, c'est tout simplement les 2 mai. Les 2 mai. Oui, c'est ensemble. Ça veut dire les 2 mai, symbole de la solidarité, l'unité et l'union. D'accord, c'est bien noté. Comment se porte le conte burkinabé Opame? Les conteurs burkinabés, est-ce qu'ils sortent à l'extérieur? Est-ce qu'ils organisent des spectacles ici? Est-ce que ça va? Le conte se porte à merveille. Et avec les conteurs. Le conte tourne et on continuera de faire tourner le conte. Parce que déjà, la vie, c'est le conte. Bien sûr. Donc, tant que la vie est là, c'est que le conte est toujours là. Donc, on sort, on fait des tournées, on vient. C'est pas facile, mais c'est ça. C'est ça. Pour vous qui êtes conteur professionnel, est-ce que le conte, c'est toujours les mêmes histoires que l'on raconte, les histoires qu'on a l'habitude d'entendre, ou bien le conte, il fait avec le temps, il évolue avec le temps, on s'adapte, on peut créer son histoire, et puis voilà. Bien sûr, le conte s'adapte, il évolue avec le temps. C'est vrai qu'on puise toujours les ressources nécessaires dans la ressource, la gibecière du passé, pour pouvoir nourrir le futur. Donc forcément les contes sont toujours, il y a une mutation qui se fait au fur du temps. Voilà, donc il faut prendre en compte aussi tout ce qui se passe dans l'univers qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas raconter les contes aujourd'hui comme on les racontait hier. Parce qu'il y a une influence aujourd'hui. Donc on essaie de faire avec pour que le conte soit d'actualité. Donc c'est ce travail qu'on fait. Donc on va parler d'intelligence artificielle, d'internet. Au niveau des contes, ça ne sera plus forcément l'hyène. Bon, la hyène est toujours là. La hyène c'est une représentation. Parce qu'il faut dire aussi que ce n'est pas que la hyène, on a toujours dit que c'est une transposition. Quand on parle de la hyène dans le conte, c'est une figure qu'on veut montrer, c'est un message. Voilà, donc tous ces messages-là, tant que ça existera, ces animaux seront là toujours pour représenter. La hyène, c'est la sottise, le lion pour la dictature, et la ruse, le lièvre, ça dépend de où on se trouve. Donc tant qu'il y aura ces phénomènes-là, ces animaux-là seront toujours là pour nous accompagner. Ce que moi je retiens de l'évolution du conte à travers les spectacles de conte actuellement, vous l'avez dit, ce sont des spectacles qui s'adaptent. Ce sont des spectacles aussi quand même qui créent de l'engouement aussi, parce qu'on met plusieurs choses, musique, conte, message. Et donc vous pouvez aller regarder un spectacle de conte comme vous regardez un spectacle de théâtre. Bien sûr. Voilà, dans la durée, dans la qualité. On est dans le spectacle. Avant, c'était juste une racontée. Et puis, il faut savoir que c'est comme on le disait tout à l'heure, il faut s'adapter au temps. Avant, quand on quittait les travaux champêtres, on arrive, on assis. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien, on assis. La maman est là ou le papa est là, ça cause. Mais maintenant, on a toutes ces influences à côté, mais il faut trouver encore autre stratégie pour accrocher les oreilles. Les oreilles n'ont pas la même dimension de réception encore. Il y a une vitesse qui est là, il faut s'adapter à ça. Donc il faut créer l'émulation, il faut créer l'attraction, tout ce qui peut accrocher. Oui. C'est important. Humour, comédie, musique, voilà. D'accord. On parle maintenant de cet événement à venir, alors porté par le collectif des artistes paroliers. Alors, donc vous êtes le directeur artistique. Parlez-nous déjà de ce collectif-là. Qu'est-ce qu'on retrouve au sein de ce collectif? C'est quoi l'objectif? Le collectif des artistes paroliers, tout d'abord, c'est un regroupement des hommes de la parole
des conteurs expérimentés qui ont fait du chemin, qui à un certain moment ont dit il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on se mette ensemble, parce qu'on dit seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Oui. Donc de se mettre ensemble pour pouvoir travailler à sauvegarder ce patrimoine-là. Parce qu'il y a un moment où c'était vraiment, ça partait un peu en vrille, ça partait. Donc on a décidé de se mettre ensemble pour redonner encore un autre souffle à notre discipline qui est le conte. Donc le collectif des artistes paroliers a pour mission première de valoriser ce patrimoine-là. Voilà. À travers aussi des soirées de contes, parce que cette soirée dénommée Écho du temps, ça a commencé quand même il y a longtemps. Hein? Oui, la soirée Écho du temps, on a la 6e saison. On a commencé en 2020. Donc c'est vrai qu'il y avait d'autres soirées, mais cette soirée, proprement dite, a été créée en 2020. Et c'est quoi la particularité de Écho du temps? Écho du temps, d'abord, quand tu entends, il y a le temps dedans, ça veut dire qu'on est à l'écoute du temps. La particularité d'abord de Écho du temps, c'est un plateau où on met on tourne l'univers autour des conteurs. Et puis, d'abord, c'est venu aussi, une petite jeunesse, si tu me permets ça, c'est venu aussi parce qu'on a créé les ateliers Écho du temps. Les ateliers Écho du temps, on a créé pour former des jeunes à l'art de la parole. Mais quand tu formes un cultivateur, et tu le donnes une daba, il faut lui donner une portion de terre pour cultiver. Donc on a créé cet espace aussi pour que ces jeunes conformes puissent aussi avoir un cadre d'expression. Et aussi côtoyer les professionnels aussi qu'on invite pour partager la scène. Ça va créer une émulation, ça va donner aussi un cadre aussi aux spectateurs qui avaient aussi besoin d'un cadre assez professionnel parce qu'on ne voulait pas rester dans le cadre du quartier, on en faisait, mais on voulait quand même un cadre professionnel où tout le monde peut se retrouver. Écho du temps, vous l'organisez dans quelle périodicité? C'est chaque dernier dimanche de chaque mois de l'année. Ah ouais, 12 éditions l'année. Le mois d'août qui est réservé aux ateliers Écho du temps. D'accord, donc il y a quand même 11 numéros. 11 numéros. Par an. En fait, on a 10 numéros et le 11e, c'est la clôture. La clôture, ça dit qu'on revient, on fait un feedback. Parce qu'il faut dire que de chaque soirée Écho du temps, il y a un compteur principal qu'on appelle le compteur Écho. D'accord. Et il y a 3 compteurs invités. Ok. Donc, au mois de juillet, on fait un feedback. On revient, on reprend chaque compteur Écho de chaque soirée et on fait une grande soirée. D'accord. Voilà. On va parler de l'édition de janvier. Donc, ce numéro de Écho du temps de janvier, c'est prévu pour quand ou pas, mais qui est à l'affiche? Écho du temps de ce mois est prévu le 25 janvier à 19h. Bon, vous allez me demander pourquoi 19h. 19h parce qu'on sait que le lendemain, c'est un dimanche, le lendemain il y a travail. Oui. Il faut faire un peu tôt pour que les enfants et les parents puissent se reposer et aller au travail. Alors, pour ce mois, à l'affiche, on a un grand, on a voulu commencer avec un doyen, qui est plus à présenter, Kaboré Lazare, dit Lazare Premier. Il faut venir le voir. J'ai envie de dire humoriste conteur ou conteur humoriste, parce que pour lui c'est particulier. Humoriste, il est particulier, il est autodidacte, il est immense, tout simplement. Donc c'est lui qui ouvre la première soirée de l'année 2026. À ses côtés, on a 3 conteurs et conteuses invités. On a Nicolas Pala, qui est un prodige de Marbayassa. On a Asita Popana, Madame Paul Zumurana, grande conteuse, grande comédienne. On a la chance d'avoir de passage au Burkina ici une grande conteuse du Mali qui est là, qu'on appelait Awa Diassana, qui va partager la scène avec nous. Et pour présenter tout cela, il y a la maître de cérémonie, voilà, MC, c'est une grande dame de la culture du Mali aussi qui est là parmi nous, qui est Asita Tangara, metteuse en scène, dramaturge, comédienne. C'est qui va présenter la soirée. Je sais que chez vous, pour les soirées de contes, là, ce n'est pas n'importe qui est MC. C'est généralement des artistes ou des conteurs ou conteuses. Oui, en fait, ça dit qu'on n'a pas voulu aller, on a voulu aussi
être un peu, donner aussi l'espace aussi aux artistes, voilà, des comédiens, des humoristes, à être des présentateurs, à s'essayer Dans la présentation. Voilà, la présentation. C'est pas chose facile. Alors, Opa, mais on va rappeler quelles sont les conditions et ça se passe où? La soirée au cours du temps, ça se passe à l'espace Grâce Théâtre à la cité Anne 3. Les conditions, bon, dire qu'on est, c'est juste des contributions. C'était une contribution de 1000 francs, comme on est dans le social. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi la calebasse du cœur. Voilà, voilà. Et vous pouvez venir dire, bon, voilà, c'est vrai, 1000 francs, mais après, moi, je donne 100 000, je donne tant. Voilà, c'est ça. C'est pour qu'on puisse quand même faire vivre cet art-là, parce que c'est la fondamentale de notre culture, le conte. Ce n'est pas... c'est la fondamentale de la culture, le conte. Voilà. Donc ça se passe donc ce 25 janvier, dimanche prochain, à partir de 19h, à Grâce Théâtre, à Larlin, donc cité Anne 3, voilà, cité Anne 3 précisément, pour notamment vivre Écho du temps, édition janvier 2026. Merci. Quelle est l'invite à l'endroit de la population? Et puis on va se dire au revoir. Alors, j'invite toute la population à faire le déplacement pour venir voir ce cadre-là, parce que c'est très important. Il faut qu'on se parle, parce qu'on a besoin de ça. La parole est importante. Mais si tu me permets, bientôt nous allons lancer ce qu'on appelle Un soir chez vous, qui est un écho du temps déporté vers les familles. Et on le lance le 7 février dans la famille Zungrana à la zone 1. C'est une formule où on déplace tout le décor, tout l'arsenal écho du temps, on va poser sur une famille. Ah oui, moi j'ai hâte d'accueillir ça. Ah d'accord. Donc, là, on a déjà la première famille. Après chez Paul Zougrana, il faut... ça c'est à Zougrana, c'est David Zougrana. David Zougrana, donc il faut migrer vers ici. Nous, on sera ravis de vous accueillir. Mais écoute, on reste à l'écoute, on sera très content de rendre visite aux familles. Merci beaucoup. Le temps est terminé. Un contact quand même rapidement pour... Alors le contact 66 64 27 76. Merci beaucoup. Merci et puis restez avec nous. Alors, merci à vous qui nous avez suivis. Le temps imparti à cette émission est terminé. Merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. Inch'Allah, demain, quand il va sonner 7h30, nous serons là pour encore vous apporter de l'information et beaucoup d'amour. Prenez soin de vous et on se dit